Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup de gens se posent, je pense. Oui, une question assez fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment intégrer une langue comme le français dans son quotidien? Hmm, On veut, disons, aller au-delà des cours de grammaire un peu, un peu rigide. voilà, qui nous ont parfois traumatisés à l'école, Mhm. pour rendre la langue vivante, utile, bref, réelle, quoi. Et pour ça, on a devant nous une pile de sources assez éclectique. C'est le moins qu'on puisse dire. On a des conseils très concrets de profs de français qui marchent très bien sur YouTube, comme Alice Academy ou Français avec Pierre. D'accord. On a aussi des extraits de manuels en ligne qui listent du vocabulaire. Et puis, et ça c'est peut-être le plus intéressant, Oui. des articles qui prennent un mot du quotidien pour en explorer toutes les facettes un peu cachées. Et c'est là, je crois, que notre mission commence. Exactement. L'idée, c'est pas juste de faire une liste d'astuces, mais de comprendre la philosophie derrière un apprentissage qui fonctionne. Pourquoi certaines méthodes marchent et d'autres, non. Et donc on va utiliser ce thème qui semble incroyablement banal, les tâches ménagères. Comme une sorte de laboratoire, c'est ça. L'objectif, c'est de voir comment, en partant de quelque chose d'aussi simple que passer l'aspirateur, Mhm. on peut non seulement recréer une sorte de mini-immersion chez soi, mais aussi découvrir des pans entiers de la culture française. J'adore l'idée du laboratoire. Alors commençons par le début. Le concept qui revient partout, l'immersion. Le fameux Graal de l'apprentissage des langues. On nous répète tout le temps que c'est la méthode miracle. Mais la vidéo d'Alice Academy explique très bien pourquoi ça marche, concrètement. Et le premier point, c'est la nécessité. La nécessité, oui. Quand on est dans le pays, la langue, ce n'est plus un exercice, c'est un outil de survie. Et on est obligé. On doit parler pour commander un café, pour comprendre son contrat de location. On n'a pas le choix. C'est une motivation extrêmement puissante. Le deuxième point qu'elle soulève, c'est le contact permanent. Ah oui, Le cerveau est bombardé de franciettes du matin au soir. Les panneaux publicitaires, la radio dans le taxi. les conversations qu'on entend dans la rue. Exactement. C'est un entraînement passif, mais constant. Et ça, c'est impossible à reproduire en classe 1 heure par semaine. Et le troisième point, qui est peut-être le plus décisif, c'est le lien social. Hmm, En immersion, la langue devient un vecteur de plaisir. On l'utilise pour rencontrer des gens, pour sortir, pour plaisanter. on l'associe à des émotions positives. Voilà. Loin du stress de la salle de classe où on a la boule au ventre à l'idée de faire une faute devant tout le monde. C'est fascinant de voir à quel point c'est l'opposé exact du système scolaire. C'est le jour et la nuit. À l'école, la nécessité, elle est complètement artificielle. Il faut avoir une bonne note. C'est tout. C'est ça. On apprend une liste de 50 mots pour l'interro du vendredi. Et que se passe-t-il le samedi? Fatima Daïl utilise une expression parfaite pour ça. Le blackout total. Voilà, on a tout oublié. Ah, le blackout total, je connais ça par cœur. Mes listes de verbes irréguliers en allemand. On est tous passés par là. Elles se sont évaporées dès la sortie de l'examen. C'est tellement vrai. Exactement. Et pourquoi? Parce que ces mots n'ont jamais été connectés à rien de réel. Aucune expérience, aucune émotion. Zéro. Ça me fait penser à une phrase géniale de l'auteur Gabriel Weiner qui est citée dans une des sources. Ça résume tout. Il dit « Pour apprendre une langue efficacement, il faut lui donner vie ». Lui donner vie. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. L'immersion, ça fonctionne parce que ça connecte la langue à tous nos sens. On voit, on entend, on sent, on goûte On touche. et on ressent des émotions. C'est ce maillage sensoriel et émotionnel qui grave l'information dans la mémoire à long terme. L'exemple qu'elle donne avec le mot crêpe est parfait pour illustrer ça. Ah oui, très parlant. On peut apprendre le mot crêpe dans un livre, d'accord, mais si on l'apprend en France, sur un marché, Hmm. avec l'odeur du beurre qui grésille, le goût de la pâte sucrée, le son de la conversation autour. Là, le mot devient une expérience. Exactement. Ce n'est plus une information abstraite, c'est un souvenir puissant. L'apprentissage en classe, c'est souvent de l'info sans l'expérience. C'est exactement ça. C'est toute la différence entre lire la recette et manger le gâteau. C'est une bonne image. L'un, c'est une connaissance intellectuelle, l'autre est une connaissance incarnée. Et pour une langue, qui est un outil vivant, cette dimension incarnée est absolument fondamentale. Tout ça est très convaincant, l'exemple de la crêpe est parfait, mais ça m'amène à la question que tout le monde se pose. La question pratique. C'est bien beau l'immersion, mais si on n'a pas les moyens ou le temps de déménager en France, on fait comment? On abandonne? Ah, Il propose des stratégies pour, en fait,
recréer une sorte d'écosystème d'immersion à la maison. L'idée, c'est d'intégrer le français dans des routines. La première, c'est l'écoute. Et là, toutes les sources insistent. Il faut écouter du contenu authentique. Fini les dialogues de manuel. Oui, fini les dialogues enregistrés en studio où tout le monde parle lentement et parfaitement. On parle de vrais podcasts, de séries, de la radio, sur des sujets qui nous intéressent vraiment. La passion, c'est un moteur. Exactement. Oui, et Français avec Pierre donne une règle très utile pour ne pas se décourager. Laquelle? Il faut viser un contenu où on comprend entre 90 et 95% des mots. C'est le point d'équilibre parfait. D'accord. Si on comprend moins, on est frustré, on décroche. Si on comprend tout, on n'apprend rien. Cette petite marge de 5 à 10% de nouveauté, c'est là que la magie opère. On apprend des mots nouveaux grâce au contexte, presque sans s'en rendre compte. D'accord. Donc on transforme notre temps de trajet ou notre séance de sport en bain linguistique. L'autre conseil qui revient souvent, c'est de parler. Même seul, Même si on est seul. C'est l'idée de se raconter sa journée sous la douche, de s'imaginer qu'on commande un repas et de jouer la scène à voix haute. j'avoue que c'est un conseil qu'on entend souvent, mais qui peut paraître un Un peu fou, oui. fou, oui. On a l'air de qui à parler à son pommeau de douche. C'est vrai. Mais le point clé des sources, c'est que ça force le cerveau à passer du mode passif au mode actif. Ah, je vois. Écouter, c'est bien, mais c'est de la réception. Parler, même seul, c'est de la production. On est obligé de chercher ces mots. Voilà. On doit chercher ses mots, construire ses phrases, activer des zones du cerveau complètement différentes. Ce n'est pas juste penser en français, c'est produire du français. Avec ses muscles, sa voix, c'est un entraînement physique en quelque sorte. Vu comme ça, c'est beaucoup plus logique. On passe de la théorie à la pratique, même si la pratique est simulée, et cette idée de passer de la théorie à la pratique, ou même l'inverse, est au cœur d'une autre suggestion très forte d'Alice Academy. Ah oui. Elle propose de renverser complètement l'approche traditionnelle. Au lieu d'apprendre une règle de grammaire, puis de chercher des exemples, On fait le contraire. on fait le contraire. C'est-à-dire? On commence par la pratique. On regarde un épisode de série, on lit un article, on écoute une chanson. D'accord. On observe comment les natifs parlent, on remarque des structures qui reviennent, et ensuite on essaie d'en déduire la règle, ou on va la vérifier dans une grammaire. L'apprenant devient une sorte de détective. Exactement. Il n'est plus un réceptacle passif d'informations, il est acteur de son apprentissage. Il découvre la règle. Et ça, c'est infiniment plus marquant. D'accord, je vois. C'est passer du statut d'élève à celui d'exploratrice. C'est une posture beaucoup plus engageante. Alors, mettons les mains dans le cambouis. Passons à notre étude de cas, notre laboratoire, les tâches ménagères. Comment est-ce qu'on peut appliquer tous ces principes à un sujet aussi terre-à-terre? Eh bien, commençons par le début, comme le ferait un manuel. Le vocabulaire de base. Mais au lieu de lire une liste, faisons-la ensemble. On a quoi? Les grands classiques. Je commence. Passer l'aspirateur. Ok, je continue avec faire la vaisselle. Un incontournable. Faire une lessive ou faire le linge, ça se dit aussi. Sortir la poubelle, mon préféré. On pourrait ajouter repasser les vêtements, balayer, épousseter. Bon, on a la base. Mais là où ça devient intéressant, c'est que même à ce niveau, les sources nous montrent qu'il y a des nuances, des vrais pièges pour les non-natifs. Comme la différence entre nettoyer, ranger et laver? Oui, exactement. C'est souvent ce genre de détail qui trahit un non-natif. On peut avoir une grammaire parfaite, mais si on dit qu'on va nettoyer sa chambre au lieu de la ranger, ça sonne un peu bizarre. C'est vrai. Nettoyer, c'est vraiment l'idée de rendre propre. Ranger, c'est mettre en ordre. Et laver, c'est avec de l'eau. Ce sont des catégories mentales différentes. Ou la distinction entre cuisiner et cuire. Ah oui, ça c'est un classique. Cuisiner, c'est le processus global de préparer un repas. Tout à fait. Alors que cuire, c'est juste l'action de soumettre un aliment à la chaleur. On ne cuit pas un repas. On fait cuire le poulet. Voilà, ces détails changent tout. Et c'est là qu'on quitte le vocabulaire de liste pour entrer dans la langue vivante. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. C'est ce que j'allais dire. L'article du site Comme une Française est génial pour ça. Il nous fait basculer vers une autre dimension du mot ménage. Par exemple, la différence entre le ménage et un ménage. Le ménage, c'est l'activité de nettoyer la maison. L'action. Un ménage, c'est une unité domestique, un foyer, un couple ou une famille qui vit ensemble. C'est une distinction fondamentale. L'INSEE, l'Institut de statistique français, compte la population en ménages. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça,
on ouvre la porte à tout un univers d'expression culturelle. Par exemple, une scène de ménage. Ah oui, Ça ne veut pas dire qu'on se dispute pour savoir qui va passer l'aspirateur. Enfin, si, parfois. ça peut être le point de départ. Ça peut, mais ça désigne plus largement une dispute conjugale. Ah oui, et c'est le titre d'une série télévisée comique ultra populaire en France. J'en ai vu quelques épisodes. Oui, tout à fait. C'est fascinant de voir comment toute la complexité d'une relation de couple peut être résumée par ce mot qui, à la base, veut juste dire nettoyer la maison, C'est la beauté de la langue. On a aussi l'expression « faire bon ménage ». qui veut dire bien s'attendre. Bien s'entendre, bien s'associer. On peut dire que le rock et la musique classique ne font pas toujours bon ménage. D'accord. Et puis il y a le verbe ménager, qui n'a plus grand-chose à voir avec le nettoyage. Ménager quelqu'un, c'est le traiter avec soin, avec précaution. Ce qui nous amène tout droit au fameux proverbe « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». Exactement. En gros, si on veut atteindre un objectif lointain, il faut prendre soin de ses ressources, de son énergie, de ses outils. C'est incroyable. On est parti de sortir la poubelle et on arrive à des leçons de sagesse sur la gestion de projets. Et ce n'est pas fini, hein. L'autre article de Ménage Énergie nous emmène dans le domaine des expressions figurées, des métaphores. L'expression « faire le ménage » dans sa vie, par exemple. C'est une image tellement puissante. Ça veut dire se débarrasser de relations toxiques, de mauvaises habitudes. De tout ce qui nous encombre mentalement. Oui, c'est une sorte de détox émotionnel. Et cette métaphore est tellement forte qu'elle est utilisée aussi dans le monde de l'entreprise. On entendra des journalistes dire qu'il faut faire le ménage dans une organisation. Ce qui est un euphémisme assez froid pour dire Restructurer et souvent licencier du personnel. c'est fou comme le contexte change tout. Et il y a aussi toutes ces petites expressions qui viennent directement de l'acte de nettoyer, comme passer quelque chose au peigne fin, L'examiner dans les moindres détails. ou ma préférée, camoufler la poussière sous le tapis. Une manière très visuelle de dire qu'on ignore un problème au lieu de le régler. Il y a même une expression québécoise citée dans une des sources qui est à la fois drôle et fataliste. Pour parler du ménage, ils disent « Sans sœur, c'est comme la neige, ça revient toujours ». C'est excellent, et ça montre aussi les variations culturelles de la langue. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce petit laboratoire sur le mot ménage est la démonstration parfaite de ce qu'on disait au début. Oui, On est parti d'une liste de vocabulaire digne d'un manuel scolaire. et en tirant sur le fil, en étant curieux, On a tout connecté. on a connecté cette liste à la culture populaire, à la sagesse des proverbes, au jargon des affaires, à des métaphores profondes sur la vie personnelle. On n'a pas juste mémorisé des mots. On a tissé une toile de sens. On a compris comment la langue française utilise une idée simple, l'ordre, la propreté, pour penser le monde de manière beaucoup plus complexe. Alors, si on devait synthétiser tout ça, au fond, apprendre une langue, ce n'est pas cocher des cases sur une checklist. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt se construire un nouveau monde de signification, un réseau de connexions, et comme on vient de le voir, n'importe quel mot du quotidien peut être le point de départ d'une exploration passionnante. L'idée clé qui ressort de toutes ces sources, c'est vraiment de changer de posture. Il faut passer d'un apprentissage passif, Où l'on est une élève qui reçoit des leçons, voilà, à une découverte active, où l'on est un explorateur curieux. C'est la curiosité qui est le véritable moteur. Et on voit bien que c'est en s'intéressant au langage familier, aux expressions, qu'on commence vraiment à sentir la langue. Pour finir, une dernière pensée à méditer. Une des sources fait une distinction que je trouve très intéressante. Entre les tâches ménagères et les tâches domestiques. D'accord. Les tâches ménagères, ce serait vraiment le nettoyage en profondeur. Les tâches domestiques, ce serait plutôt le rangement quotidien, faire son lit, organiser, maintenir l'ordre en somme. C'est une nuance subtile. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de la langue. Je trouve aussi. Dans nos vies, personnelles ou professionnelles, quelle est la différence entre faire le domestique, c'est-à-dire le petit rangement de tous les jours pour que ça tourne, et faire le grand ménage? C'est-à-dire s'arrêter, tout sortir et se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus. La clé du progrès, que ce soit pour apprendre une langue ou pour tout le reste, c'est peut-être de savoir quand un simple rangement suffit et quand un grand ménage de fond s'impose vraiment. Vous savez, parfois, le secret pour vraiment progresser en français se cache dans un mot tout simple, un mot du quotidien. Et aujourd'hui, on va voir comment le concept de ménage peut complètement changer notre façon d'apprendre. Alors c'est parti, on va creuser ça ensemble. Bon, pour commencer, le ménage, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un mot qui a une double vie. D'un côté, bien sûr, ça veut dire nettoyer la maison, faire la poussière, etc. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, ça désigne aussi le foyer lui-même.
la famille ou le couple qui y habite. C'est vraiment cette double casquette qui va nous servir. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport, sérieusement, entre passer l'aspirateur et enfin maîtriser le subjonctif? Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, je sais. Et pourtant, c'est exactement là que les choses deviennent passionnantes. On va voir comment cette simple idée de mettre de l'ordre peut s'appliquer directement à l'apprentissage. Allez, on commence simple avec le sens premier, le plus évident. Le côté concret du ménage, ce sont les tâches qu'on fait tous les jours à la maison. C'est la base de toute notre idée, notre point de départ. Alors, on a les grands classiques, bien sûr. La fameuse vaisselle qui nous attend après le repas, ou le coup d'aspirateur pour que tout soit nickel. Ce sont des actions et donc du vocabulaire absolument essentiel pour la vie de tous les jours. Et ça continue évidemment avec le linge, le repassage pour avoir des chemises impeccables, et puis la lessive, ah là là, ce cycle infini. Et pour finir ce petit tour rapide du propriétaire, un coup de balai et on sort la poubelle. Des gestes tout bêtes, mais qui changent tout pour se sentir bien chez soi. Voilà, ça c'est notre base. On a le vocabulaire concret. Bon, maintenant que les bases sont posées, on passe au niveau supérieur. Et c'est là vraiment que ça devient puissant. Parce qu'en français, cette idée de faire le ménage, eh bien, elle dépasse largement les murs de la maison. C'est ici que la métaphore prend tout son sens. Regardez un peu ça. D'un côté, on a le sens littéral, nettoyer sa maison de fond en comble. C'est physique, c'est concret. Et de l'autre, bam, on applique exactement la même expression à quelque chose de totalement abstrait. Faire le ménage dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trier, jeter ce qui ne va plus, ce qui est même toxique, pour repartir plus léger sur de bonnes bases. Et cette métaphore, franchement, elle est partout. On peut faire le ménage dans sa tête pour y voir plus clair, ou même faire le ménage dans une organisation pour tout remettre à plat et la rendre plus efficace. Mais à chaque fois, l'idée de fond est la même. On prend certains chaos, on trie, on organise, et on en sort quelque chose de propre, de clair et de sain. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet pour nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut prendre cette super idée de ménage et l'appliquer concrètement à l'apprentissage du français? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. Pensez à une pile de linge. La toute première chose à faire, avant même de lancer la machine, c'est quoi? C'est de trier. Le blanc, les couleurs. Eh bien, pour apprendre une langue, c'est exactement la même chose. Il faut séparer les choses, identifier les priorités, savoir par quel bout commencer. Le message clé, il est là. Apprendre dans le désordre, ça ne marche pas, ou en tout cas pas très bien. Pour que le français puisse vraiment s'installer, s'épanouir dans un esprit, il faut lui créer un espace, une sorte de maison bien rangée. Et cette maison, c'est la routine. Alors, concrètement, comment on fait pour construire cette routine? Voici une méthode, une sorte de plan d'action en 5 étapes. C'est un peu comme le plan de nettoyage de la maison. Chaque jour, on s'occupe un peu de chaque pièce pour que l'ensemble reste propre et accueillant. Alors, ces 5 piliers, quels sont-ils? C'est simple. Écouter, parler, le vocabulaire, écrire et enfin traduire. L'idée, c'est d'en faire un tout petit peu chaque jour. C'est la charpente de notre maison. Maintenant, allons visiter chaque pièce en détail. Première étape, l'écoute. Là, la règle d'or, c'est de choisir quelque chose qu'on aime vraiment. Un podcast qui passionne, une série qu'on adore. Le truc, c'est de viser un niveau où on comprend presque tout, disons 90%. Comme ça, on n'est pas perdu, mais il y a toujours un petit quelque chose à apprendre. 15 petites minutes par jour, c'est un rituel parfait pour que l'oreille s'habitue en douceur. Deuxième tâche ménagère, parler. Ça, c'est non négociable. La langue doit sortir. Alors comment on fait? On peut trouver un partenaire d'échange, un tuteur, ou, et ça marche super bien, on peut se parler à soi-même. Oui, sous la douche, en voiture, on raconte sa journée à voix haute. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le meilleur moyen de rendre la langue vivante, de l'activer. Troisième point, le vocabulaire. Mais attention, on oublie tout de suite les longues listes de mots à apprendre par cœur. Le secret, c'est la qualité, pas la quantité. 2 ou 3 nouveaux mots par jour, ça suffit. Mais, et ça c'est le point crucial, on les note toujours dans une phrase d'exemple. Un mot tout seul n'a pas de vie, il a besoin de son contexte pour exister. Quatrième étape, on passe à l'écrit. Et là encore, pas de panique. Le but n'est pas d'écrire en roman, juste quelques phrases par jour. Tenir un petit journal, c'est l'idéal. L'avantage de l'écriture, c'est que ça donne le temps de réfléchir, de chercher le bon mot, de vérifier la grammaire. Ça aide énormément à organiser ses idées. Et le plus fou, c'est que ça améliore aussi la façon dont on parle. Et on arrive à la 5e et dernière étape, la traduction. Alors ça, c'est un exercice un peu plus technique, mais tellement efficace. L'idée, c'est de prendre 1 ou 2 phrases de sa propre langue et d'essayer de les traduire en français. Ça force à vraiment se pencher sur la structure, la grammaire. C'est comme un contrôle technique de ses connaissances. C'est redoutable. Et voilà, le tour est joué. Ces 5 petites actions quotidiennes, c'est ça le fameux ménage de son français. Et en faisant ça tous les jours, on ne fait pas juste réviser. Non, on fait bien plus que ça.
On construit une maison, un vrai foyer, propre, organisé, où la langue française peut s'installer confortablement et surtout s'épanouir. Il y a une expression populaire qui dit ça très bien, une maison propre, c'est une maison où le cœur est léger. Et c'est exactement la même chose pour l'apprentissage. Quand on a une routine claire, un système bien organisé, l'esprit est plus léger. On est tout simplement prêt à apprendre, sans stress. Alors pour finir, une petite question à se poser. Parmi ces 5 tâches, écouter, parler, le vocabulaire, l'écrit ou la traduction, par laquelle on pourrait commencer là tout de suite pour faire un peu de ménage dans son français.